Bon, je vous propose que l'on débute. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour ce Midi dilué pur du mois de mars. Nous sommes ravis de pouvoir vous présenter un des volets de notre recherche CPDT consacrée à l'intensification et requalification des centralités pour lutter contre l'étalement urbain et la dépendance à la voiture. Notre ancien collègue Pierre-François Wilmotte va vous présenter le résultat d'une partie de cette recherche consacrée à la réduction du potentiel urbanisable du plan de secteur. Donc, Pierre-François Wilmotte est géographe, docteur en géographie de l'Université de Liège. Il a rejoint depuis le mois de septembre 2021 l'IPSA, donc l'Institut bruxellois de la statistique et le A, je ne sais plus, De l'analyse. et de l'analyse. Voilà. Donc, à toi la parole, Pierre-François. Voilà, Tu as 40 minutes pour nous présenter ta présentation et ensuite on passera à un jeu de questions-réponses avec l'ensemble du public. C'est voilà. Parfait. Donc, je vous prie de garder vos questions pour la fin de l'exposé. Voilà, bon exposé à tous. Donc, bonjour à tous. Je vais vous présenter donc une recherche que l'on a menée essentiellement avec Valentine Defer qui est absente aujourd'hui, avec l'appui aussi de Sébastien Hendrix. Et je profite pour faire la mention, la contribution d'Antoine Legrand et de Thomas Lorquet précédemment, donc sous la direction de Christine Ruel puis de Jean-Marie Halleux. Donc ça s'inscrit dans la recherche RA qui est toujours en cours, si je ne me trompe, qui vise à l'intensification des centralités, je ne connais plus exactement le nom, et à toutes les réflexions liées au stop béton. Je vais très vite là-dessus. Donc dans ce cadre-là, on a travaillé sur la réduction du potentiel foncier au plan de secteur. Donc qu'est-ce qu'aujourd'hui le plan de secteur nous offre et le CODT offre pour déjà limiter l'artificialisation. Donc, le constat général, c'est donc que nous avons un plan de secteur qui est relativement inadapté, avec la problématique lancinante de l'indemnisation des moins-values si on souhaitait diminuer les zones à bâtir, concrètement, donc les zones rouges au plan de secteur. Donc, dans ce cadre-là, il y a deux grands types d'outils que l'on va vous exposer. D'une part, sans changer celui-ci, donc qui visera essentiellement à justifier des refus de permis très concrètement, et d'autre part en modifiant le plan de secteur. Et ces modifications ne devant pas mener à, ou en tout cas, une totale indemnisation des moins-values engendrées pour les propriétaires. Donc, on va vous présenter les deux éléments, les deux grandes parties, et alors tout ceci pose toute une série d'enjeux que l'on va essayer de vous exposer, et des enjeux aussi très spécifiques selon les territoires en Wallonie. Donc, très concrètement, alors là, c'est plutôt la partie juridique dont se chargeait mon ex-collègue Valentine Defer, donc je vais essayer de vous le résumer. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui avec le plan de secteur? On peut évidemment le détailler. Donc, une des grandes propositions que notamment elle faisait, c'est qu'il est possible de proposer des prescriptions supplémentaires au plan de secteur, de les spécifier par plan de secteur, donc par un des 17, si j'ai bonne mémoire, plans, où l'on pourrait envisager des propositions en termes de densité, de phasage, de mise en œuvre obligatoire d'un sol ou de réversibilité des aménagements proposés. Et donc, tout ceci sont des outils qui existent déjà, mais qui nécessitent là, évidemment, très difficile réforme des plans de secteur qui sont quand même, dont les modifications sont jugées de manière générale assez lourdes à mettre en œuvre. Et alors, en parallèle, il y a toute une série de périmètres qui sont déjà existants, qui peuvent justifier le refus d'un permis par une autorité délivrante. Ce sont les périmètres de point de vue remarquable. Je vais les détailler sur la slide suivante. Voilà. Les périmètres de point de vue remarquable, de liaison écologique, les périmètres d'intérêt paysager et les périmètres d'intérêt culturel, historique ou esthétique. Alors, très concrètement, la problématique
avec, je vais rester là-dessus, notamment les périmètres de points de vue remarquables, ce sont qu'ils ne sont, dans les faits, pas véritablement matérialisés sur le plan de secteur. Donc, on va matérialiser plutôt le point de vue qui permettra de voir le paysage, mais ce ne sont pas des périmètres qui vont permettre d'avoir un polygone très concrètement qui vont identifier les paysages qui sont à protéger pour conserver le point de vue. Concernant les périmètres de liaison écologique, ils sont assez récents, donc concrètement, ils ne renvoient pas à des périmètres qui pourraient, à des parcelles cadastrales très concrètement, qui pourraient être gelées. Quant au périmètre d'intérêt paysager, il faut distinguer le travail qui a été réalisé par ADESA, par l'ASBL ADESA, donc d'identification avec toute une série d'acteurs de ces périmètres d'intérêt paysager à travers l'ensemble ou presque de la Wallonie, et les périmètres qui sont aujourd'hui reconnus dans le plan de secteur. Et donc, ce ne sont pas les mêmes polygones concrètement de nouveau. Et enfin, les périmètres d'intérêt culturel, historico-esthétique qui visent essentiellement la protection, je caricature assez vite, je vais assez vite, du patrimoine dans les centralités. Et donc là, vis-à-vis de l'objectif du stop béton, il y a aussi des questionnements à avoir sur la pertinence de geler l'urbanisation à proximité. Donc voilà un peu pour les principaux éléments. Donc on a voilà toute une série d'outils aujourd'hui qui existent sans changer la cartographie des plans de secteur. C'est soit les adapter ou décliner plus précisément ce que l'on entend par une zone rouge quelconque, avec différents types de critères, ou d'autre part, avec toute une série de périmètres en surimpression qui existent déjà et qui peuvent permettre de protéger certains fonds. Ils existent, mais c'est le sens de ce que je mets dans le slide ici. Ils sont inefficaces parce que, évidemment, leur finalité n'est pas une protection au sens du stop béton, mais plutôt une protection paysagère donc, ou patrimoniale. Et donc, les objectifs et les lieux concernés sont forcément un peu différents. Alors, le deuxième grand type de mécanisme, c'est la modification du plan de secteur en tant que tel. Donc, théoriquement, le code été prévoit l'indemnisation lors d'une modification au plan de secteur quand le bien est apte à recevoir des constructions et riverain d'une voirie suffisamment équipée compte tenu de la situation des lieux. Donc, de nouveau, qu'est-ce que cela veut dire? Alors, très concrètement, cette demande d'indemnisation de propriétaire, elle passera par le tribunal de première instance qui va à un moment donné statuer sur les critères en question au moment où non, on aurait refusé des permis à ce titre-là. Et donc, il y a plusieurs éléments là derrière. À propos de l'aptitude, eh bien, il y a plusieurs types de périmètres, on entend plusieurs types de périmètres, notamment les zones soumises à aléas d'inondation. Alors, on n'a pas plus d'informations. Quel est le seuil qui serait entendu par cela? Et là, ça renvoie notamment, si j'ai bien vu, à une des recommandations qui a été faite par la commission d'enquête suite aux inondations. Quel est le seuil acceptable? Est-ce que l'on se concentre très concrètement, je vais jargonner, mais aux zones rouges, orange, jaune ou vertes d'aléas d'inondation? Voilà, ça c'est une question peut-être à trancher. Il y a aussi les zones soumises à contrainte karstique et à risque sismique. Ben là, on est sur des éléments soit très précis pour ce qui est des zones à contrainte karstique, donc qui concernent en réalité que quelques hectares à travers la Wallonie, où les problèmes sont très localisés, et les zones à risque sismique, où là, par contre, c'est le contraire, on a de vastes parties du territoire qui sont concernées, mais est-ce que, de nouveau, raisonnablement, on ne peut pas gérer les risques dans la délivrance de permis et le conditionner, notamment dans certaines infrastructures de très grande ampleur, il devrait pouvoir résister à certains risque sismique. Donc voilà, est-ce que de nouveau ce type de zone pourrait protéger de l'urbanisation? Ben, probablement que non, ce ne serait pas très proportionnel. Et enfin, tous les sites protégés au sens de la loi sur la conservation de la nature.
qui évoque notamment une protection des sites cœur, donc ceux qui sont visés, les périmètres visés, mais également des abords. Il y a une notion de proximité derrière qui n'est pas définie et qui est logiquement pas définie parce que ça doit sans doute s'inscrire dans un contexte local. Alors, là, on a parlé de l'aptitude dans un premier temps. Il y a le deuxième grand critère, c'est le fameux critère de riverain d'une voirie suffisamment équipée. Alors, Valentine a travaillé sur une analyse de la jurisprudence des différents tribunaux de première instance en Wallonie sur la question. Elle a relevé 19 cas pertinents sur 103 analysés pour analyser l'équipement suffisant de la voirie. Là, je vous renvoie clairement vers la note de recherche pour une analyse détaillée. On a un tableau synthétique là-dessus. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce que l'on peut retirer et qu'est-ce que l'on en retire? C'est que il y a manifestement une jurisprudence qui évoque l'équipement minimal en eau et en électricité. Ce sera sur ces critères-là que nous nous sommes basés. Il faut savoir aussi que l'accès au gaz de ville peut être un critère qui a été évoqué dans le milieu urbain. Alors là, de nouveau, qu'est-ce que le milieu urbain? Qu'est-ce qui ne l'est pas? C'est un débat sans fin. Sujet à toute une série d'interprétations. Mais donc voilà, il y a ces trois critères-là, d'une part, eau, gaz, électricité, et le revêtement solide de la voirie. Donc le caractère carrossable est évoqué, parfois la largeur de la voirie ou le surplomb du terrain visé, notamment à plus de 2,5 mètres. Donc voilà, c'est des conditions liées au contexte local qui sont assez importantes. Et l'idée que ce revêtement solide ne correspond pas à un chemin de terre. Donc voilà, on a toute une série d'éléments. Est-ce qu'il ne faut pas aussi envisager que ceux-ci évolueront à travers le temps? On peut penser notamment au fait qu'aujourd'hui, peut-être que l'on va chercher à s'affranchir du gaz, il sera peut-être moins intéressant dans le futur. Dans le même temps, l'idée du raccordement à du haut débit devient peut-être un critère qui pourrait émerger dans les prochaines décennies. Mais voilà, ce sont des éléments à tenir en compte en termes un peu de prospective territoriale. Alors, très concrètement, donc là, c'était le cadre, on vous a exposé le cadre. Désormais, on est passé à des éléments plus concrets de géographie de ces gisements concernés. Donc, nous avons travaillé sur le cadastre, le dernier cadastre en notre possession, donc celui de 2017 à l'époque, en couvrant les 253 communes wallonnes sous la juridiction du SPW pour l'aménagement du territoire. On a essayé d'identifier, il faut savoir que c'est quand même un exercice qui reste très compliqué, d'identifier les gisements fonciers concernés, donc c'est-à-dire les gisements qui sont donc les parcelles cadastrales qui sont vierges de toute construction et situées en zone d'habitat ou habitat à caractère rural au plan de secteur de l'époque. Et alors, il faut de nouveau, pour pouvoir envisager une superficie, un gisement potentiel, il nous faut très clairement des polygones. Et je vous ai montré tout à l'heure que dans certains cas, ces polygones ne sont pas forcément, on peut avoir plusieurs types de polygones, on peut avoir parfois des lignes, et donc à ce moment-là, on ne sait pas forcément très bien, il faudra définir des critères, il va falloir prendre des hypothèses de travail, et c'est ce que l'on a fait. Et donc c'est pourquoi on n'a pas cherché à diffuser, à cartographier cela à l'échelle de la parcelle sur des cas concrets, c'est plutôt les ordres de grandeur que l'on va vous exposer ici qu'il faut retenir plutôt que des situations concrètes parce que on a des hypothèses de travail, on a des données qui sont ce qu'elles sont, c'est-à-dire le cadastre et tout qui a travaillé avec le cadastre, c'est la qualité qu'il y a là derrière. Alors, il y a aussi cette difficulté à esquisser donc une cartographie claire et univoque en raison de ces hypothèses de travail. Et peut-être que derrière aussi, il y a certainement besoin, on y reviendra plus tard, d'une validation de terrain parce qu'il y a évidemment des choses à affiner, des critères à affiner selon à la fois les besoins régionaux et les contextes locaux. Donc, je reviens à tous ces périmètres qui pourraient déjà protéger de l'urbanisation toute une série de gisements fonciers sans modifier le plan de secteur. Ce sont donc les périmètres de point de vue remarquables. Je vous en ai parlé, ils sont cartographiés comme des lignes, donc c'est très difficile
aujourd'hui de dire quelles sont les zones concernées de manière claire et univoque. Donc, on a décidé de ne pas travailler dessus. Les périmètres de liaison écologique, c'est des périmètres qui sont relativement récents. Donc, de ce fait, ils ne concernent pas en réalité la moindre parcelle en zone rouge, donc en zone d'habitat dans les plans de secteur actuels. Donc, ça ne sert à rien de les cartographier. On s'est intéressé par contre au périmètre d'intérêt paysager, mais là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a le travail réalisé par ADESA ces 2 dernières décennies et il y a ce qui existe déjà au plan de secteur. On a dû évidemment, là, dans une optique légale, se baser sur ce que le plan de secteur dit, mais à savoir que évidemment l'approche d'ADESA est beaucoup plus intégrés au tissu bâti. Et donc, il faut bien se dire que l'adoption de ces périmètres dans le plan de secteur, si ça a une vocation un jour, pourrait permettre de refuser toute une série de permis, et typiquement en périphérie de toute une série de villages, peu importe les sous-régions wallonnes. Et enfin, les périmètres d'intérêt culturel, historique ou esthétique, qui sont, eux, à prendre avec une certaine prudence en raison des territoires qui sont concernés. Donc voilà ce que cela donne, notamment pour les périmètres d'intérêt paysager. Donc vous voyez par commune wallonne la superficie concernée par les petits cercles, on va jusqu'à 50 hectares dans les communes les plus concernées. Et en aplat de couleur, vous voyez la part de ces gisements, du gisement foncier concerné dans chacune des communes. Alors, assez étonnamment, c'est certaines communes qui sont concernées, certains villages même, où là, par contre, au sein du plan de secteur, on a été manifestement un peu plus restrictif, ou en tout cas, on a intégré toute une série de terrains constructibles dans ces périmètres d'intérêt paysager. Bon, voilà, ça date d'il y a quelques mois, ces travaux, mais par exemple, le village de Larède, au-dessus de Spa, dans la commune de Theux, est manifestement entouré de ces périmètres d'intérêt paysager aujourd'hui dans le plan de secteur. Il faut bien se dire que ce serait les périmètres ADESA, ce serait la situation de l'arrêt, si vous l'allez voir sur le géoportail, généralisée de toute une série de campagnes wallonnes. Donc voilà déjà ce que cela peut donner en termes de protection des gisements fonciers. Et par contre, pour les centres, pour les périmètres d'intérêt culturel, historique ou esthétique, alors là, on est plutôt sur des gisements fonciers un peu plus disséminés à travers toute la Wallonie, mais essentiellement on va dire dans la frange Ardennes, dans la partie ardennaise de la région, avec toute une série de villages particuliers ou typiques qui sont protégés. Mais par contre, voilà, vous voyez, du côté du Brabant wallon ou de l'ASB, concrètement, il y a très peu de périmètres concernés. Donc voilà, ça c'est pour tout ce qui permettrait de protéger, et je me permets de revenir sur la carte avant que j'oublie. Donc on voit aussi que la part des gisements fonciers concernés sont relativement faibles, sauf dans quelques communes comme Astoumont ou Trois-Ponts. Je ne sais pas si vous voyez ma souris qui va apparaître, mais Stoumont ou Trois-Ponts dans l'Est, ou du côté, si je ne me trompe, de Douache ou de Froid-Chapelle, où là, par contre, on est déjà à plus de 10% des gisements fonciers restants dans ces communes qui pourraient être concernées et protégées par ces périmètres. Donc ceci, c'est, je le rappelle, pour les périmètres sans changement, sans modification du plan de secteur. Là, on passe à tout ce qui est lié à une modification du plan de secteur qui n'engendrerait pas pour les personnes, les propriétaires concernés d'indemnisation, ou en tout cas une indemnisation totale. Il y a donc la question de l'aléa d'inondation, je vous l'ai dit tout à l'heure. La question, c'est quel est le seuil acceptable? Alors nous avons travaillé avec le périmètre en zone rouge actuelle. Bon, on le voit, il y a tous les débats liés à ce qui s'est passé avec les inondations, notamment, là c'est une autre recommandation de mettre à jour ces seuils. Donc quelque part, partons du principe que ce que je vais vous montrer ici, c'est une définition très restrictive, c'est celle sur laquelle se basent les assureurs, c'est les périmètres qui permettent aux assureurs de refuser d'assurer des biens. On peut supposer que dans le futur, changement climatique aidant ou n'aidant pas, en l'occurrence ici, ces périmètres seront élargis.
Alors, on a les zones soumises à contraintes karstiques et sismiques. Là, je vais vous exposer très, très brièvement celles sur les risques du karst, mais celles sur les risques sismiques, on est dans un cas tellement très particulier qu'on a décidé de ne pas le traiter sur le plan cartographique. Et enfin, on passera aux différents périmètres visés par la loi de conservation de la nature, où là, je le rappelle, de nouveau, on a fait une hypothèse de travail qui est restrictive, c'est-à-dire de travailler sur les zones cœur, c'est-à-dire les zones centrales, les périmètres. On pourrait envisager de rezoner ou de modifier le plan de secteur à proximité de ces zones pour les protéger. De nouveau, quelle est la notion qui est là derrière la notion des abords? C'est une question qui se pose. Et enfin, mais j'y reviendrai peut-être après un peu plus en détail, sur les terrains non riverains d'une voirie suffisamment équipée, on a dû définir arbitrairement un équipement minimal, donc c'est-à-dire comment est-ce que l'on considère une proximité à une conduite d'eau ou d'électricité. C'est ça très concrètement ce que l'on a décidé. Et donc, si j'ai bonne mémoire, Sébastien peut-être me reprendre si j'ai une erreur, enfin si j'ai un oubli là-dessus, si je me trompe, mais 10 mètres de part et d'autre, donc il faut que la parcelle soit située à maxima, pardon, à moins de 10 mètres d'une conduite d'eau ou d'électricité. Alors, on n'a pas pu, par exemple, travailler sur le revêtement solide de la voirie en l'absence de données, là clairement, mais il y a sans doute aussi un critère de nouveau qui permettrait d'élargir d'élargir les zones qui pourraient être visées. Donc, il faut bien se mettre en tête que nos hypothèses de travail sont relativement restrictives et que probablement on pourrait voir plus large euh, dans le futur. Donc, ce qui concerne les aléas d'inondation, vous voyez, c'est toute une série de terrains dans des communes qui sont fortement urbanisées dans un fond de vallée. Donc, ça concerne notamment la commune de Wic, vous voyez ici, j'espère que vous voyez ma souris, toutes les communes qui sont fortement urbanisées dans le fond de la Burdinale et de la Mehaigne, si je ne me trompe, la Bassange avec la vallée du Gers, par exemple, toutes les vallées Ourthe, Orblève, et dans le sud, le long de la Semois notamment. Donc ce sont vraiment ces communes qui sont fortement impactées, où là on dépasse allègrement les 10% de nouveau de terrain qui pourraient être protégés au sens de ce critère. Il y a la question du karst, et vous voyez ici que par contre la problématique elle est vraiment très ponctuelle. Vous voyez également dans les aplats de couleurs les communes les plus concernées, je pense à Tournai, à Esneux ou à Olne ou à Profondeville. On est à maximum 4% des gisements fonciers restants, et je pense que c'est à Tournai si j'ai bonne mémoire, où on est à 10 ou 15 hectares. Donc voilà, on est sur des choses, des problèmes très ponctuels qui sont probablement, on peut le penser, déjà traités par les autorités délivrantes de ces communes, qui sont bien mises au fait des problématiques locales. Et alors, on a cette carte par rapport à la loi de conservation de la nature. Donc, ce sont toutes les forêts protégées, toutes les zones Natura 2000 ou Natura 2000 candidats. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les cavités souterraines, etc., etc. Et donc là, on voit clairement de nouveau que ce sont toutes ces communes qui sont implantées, qui ont des versants, en fait. Généralement, ce sont les versants de vallées encaissés qui sont concernés. Et donc, ces communes qui accueillent beaucoup de versants ou qui ont beaucoup de terrain qui pourraient être protégés de l'urbanisation euh, par une modification du plan de secteur qui retirerait les zones à bâtir concernées par la loi de conservation de la nature. Alors, on a pu traiter par la suite, grâce aux données de la CIL, de la SWDE et de ORES et de RESA, les différentes notions d'équipement de la voirie. Malheureusement, évidemment, toutes les communes wallonnes, enfin, ça c'est un autre problème, sont affiliées soit à l'SWE, la CIL, RESA ou ORES. Et donc, on peut cartographier sur base du critère que je vous ai expliqué tout à l'heure, donc des terrains qui sont situés à moins de 10 mètres de part et d'autre d'une conduite ici d'eau. On peut les considérer comme suffisamment équipés au titre du critère en eau et de facto les autres
insuffisamment équipés. Et donc, on constate notamment dans ce cadre-ci que toute une série, globalement, l'Est de la Wallonie est plus concernée par des terrains non équipés au sens de la disponibilité en eau. L'hypothèse explicative que l'on avançait à ce titre-là était simplement l'opposition classique entre l'Est et l'Ouest de la Wallonie, c'est-à-dire que dans l'Est, les différents plans de secteur ont été plus généreux en termes de disponibilité foncière pour l'habitat, donc en termes de zone rouge concrètement. Et donc, de ce fait, forcément, le réseau, lui, n'a pas forcément suivi cette cartographie-là plus généreuse, donc n'a pas forcément été étendu en fonction. Et donc, il y a plus de terrains insuffisamment équipés en zone constructible dans l'est de la Wallonie. Mais on voit, ça peut déjà atteindre dans certaines communes plus de 50% des réserves foncières restantes. Sur le critère de l'électricité, Aurès et Réza couvrent une plus grande partie du territoire wallon. Et donc là, de la même manière, on retrouve d'une part cette opposition est-ouest de la Wallonie avec certaines communes dont les gisements fonciers sont concernés à plus de 50% par un non-équipement en électricité. On a aussi un gradient plutôt nord-sud, plutôt plus urbanisé, moins urbanisé, qui apparaît également. Et donc voilà, si on croise les contraintes, sachant que la contrainte cumulée eau, c'est eau ou électricité, s'il manque l'un ou l'autre, eh bien, on peut considérer le fonds comme insuffisamment équipé et donc potentiellement non indemnisable. Eh bien, lorsqu'on cumule évidemment les deux, on se rend vite compte que si un fonds n'est pas équipé en eau, il est rarement en électricité. Enfin voilà, les conditions sont souvent cumulées. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir, il faut pas avoir une addition dans les proportions concernées ici, mais clairement, entre le nord-ouest et le sud-est, schématiquement, on a une très forte différence. Donc du côté du Hainaut de la Wallonie-Picarde, on va grossièrement avoir 30% des fonds restants, donc des gisements fonciers non artificialisés en zone d'habitat ou zone d'habitat à caractère rural, qui ne sont pas équipés soit en eau, soit en électricité. Par contre, la proportion va monter et régulièrement dépasser les 50% dans les communes un peu plus rurales de la province, des provinces de Liège et de Luxembourg. Donc, on peut un peu faire cette synthèse-là. C'est l'exercice que l'on a essayé de faire pour imaginer en réalité, parmi les gisements fonciers non artificialisés, quelle est la part qui pourrait ne pas requérir une indemnisation par les différents moyens existants au CODT. Alors là, cette première carte, elle synthétise ce que l'on avait pu faire dans un premier temps, c'est-à-dire cumuler tous les périmètres. Donc, soit d'une part, ceux sans changement au plan de secteur, donc périmètre d'intérêt paysager, les zones d'intérêt culturel, esthétique ou historique, plus ce qui est lié à la LIA d'inondation, à la loi de conservation de la nature et au karst, donc sans l'équipement de la voirie. On obtient déjà dans certaines communes une situation où plus de 40% du foncier restant en zone d'habitat, habitat à caractère rural, pourrait déjà être gelé. C'est le cas notamment de la commune de Bassange, et je vous prendrai cet exemple pour illustrer à la fin la situation plus concrète, de Rochefort ou de Virois-Val. On a des proportions assez élevées dans toute une série d'autres communes qui pourraient déjà, si elles le souhaitent, se saisir de ce type d'outils, si ça s'y prête également, parce qu'il y a une question véritablement d'ajustement local à se poser, elles pourraient se saisir de ces périmètres qui existent et qui sont clairement définis. Avec, je le rappelle, des hypothèses très restrictives. On pourrait envisager des hypothèses de travail plus larges et donc, quelque part, tendre vers le stop béton dans ces communes avec ces outils-là.
Et si nous y ajoutons les contraintes d'équipement de la voirie en eau et en électricité, eh bien là, clairement, dans toute une série de communes, on dépasse les 50% des gisements fonciers existants qui pourraient déjà faire l'objet d'une absence d'indemnisation des moins-values en cas de refus de permis, en cas de modification du plan de secteur. Alors, voilà. Donc pour conclure, il y a donc bien deux. Donc on vous exposait les deux grandes méthodes. D'une part, sans changer les affectations et avec changement à l'affectation au plan de secteur. Le sans changement, c'est via des prescriptions supplémentaires, via éventuellement l'idée qui a été un moment sur le tapis de l'introduction d'un périmètre supplémentaire, les périmètres de centralité, ou via le refus de permis au titre des différents périmètres de protection qui existent déjà et qui pourraient être renforcés. On pense notamment à l'application des périmètres d'intérêt paysager d'ADESA. Et alors, il y a le changement de l'affectation au plan de secteur via le non-équipement de la voirie ou les fonds jugés non aptes à recevoir des constructions en raison de l'aléa d'inondation. L'estimation qui a été réalisée globale sur la Wallonie, de nouveau, c'est pour un ordre de grandeur. Il faut bien se dire que là derrière, il y a les hypothèses de travail, il y a le cadastre qui est ce qu'il est. C'est un ordre de grandeur de l'ordre de 42%, entre 40 et 45% des gisements fonciers restant à l'échelle wallonne. Mais quelque part, et je vais prendre l'exemple ici de la commune de Bassange pour illustrer le cas concret, on l'a vu, il y a des applications très différentes. Cette commune est très concernée. Très rapidement, pour vous expliquer, c'est un schéma très simple, c'est pour ça que je l'ai repris. Donc la commune de Bassange est implantée en fond de vallée le long du Gers avec les différents villages. De part et d'autre, on a toute une série de cultures qui séparent la commune des communes voisines de Reims, de côté flamand, ou d'Oupey est visé dans le reste de la Basse-Meuse. Quelque part, et je vais vous le montrer, simplement en cumulant très visuellement, vous le voyez ici, les différents périmètres de loi de conservation de la nature, plus les différents aléas d'inondation, eh bien, vous ne voyez plus l'habitat du fond de vallée qui était préexistant. Donc, il y a un véritable enjeu pour ce type de commune, de fond de vallée. Qu'est-ce que l'on veut comme urbanisation? Parce que si on cherchait à appliquer stricto sensu les différents périmètres, c'est quelque part un stop béton pur et dur qui est appliqué sans discussion. Donc, il y a sans doute des ajustements locaux qu'il faudrait envisager dans les communes concernées et quelque part aussi quelle est l'acceptabilité sociale, sachant que toutes les infrastructures ont été développées en fond de vallée, que c'est déjà là-bas que se situent les commerces, que se situent les infrastructures routières, etc. Est-ce qu'il est souhaitable de se dire d'aller quelque part sur les plateaux qui ont conservé une certaine fonction agricole? Voilà, c'est l'exemple un peu caricatural qui est ici pris pour illustrer à la fois la puissance déjà de ce qui existe dans le code été, mais quelque part la prudence qui est nécessaire dans son application. Donc voilà, j'espère que j'ai tenu les 40 minutes, un petit peu moins je crois, et la place est aux questions. Merci Pierre-François. Donc, pour les questions, je vous invite à lever la main et on va vous prendra par ordre d'arrivée des questions. N'hésitez pas à poser des questions. Hein, moi, j'en avais déjà une, Pierre-François. J'ai vu que Iris Mertens s'était connectée, mais elle vient déjà de partir. Elle provient du service Raumentwicklung de la communauté germanophone. Toutes les cartes que tu nous as présentées, il n'y a pas la communauté germanophone. Est-ce que vous avez quand même effectué les calculs pour les 9 communes de la communauté germanophone et que vous avez mis un cache dessus? Ou est-ce que vous n'avez pas fait les calculs pour ces 9 communes? Un petit peu des deux en fait. Si j'ai bonne mémoire, les traitements ont été effectués pour ce qui concerne les différents périmètres qui existaient
donc loi de conservation de la nature, aléas d'inondation. On a remis le cache par-dessus parce que ce n'était pas du coup notre mandat de traiter les 262 communes, parce qu'on avait la formation assez rapidement. Après, du coup, en ce qui concerne l'équipement de la voirie, si j'ai bonne mémoire, mais ça remonte, on a pris le pli, comme les traitements étaient déjà suffisamment lourds à mener pour définir les fonds concernés par l'équipement de la voirie. On ne l'a pas fait sur les 9 communes. Mais toutes les données existent. Après, j'avoue que sur l'équipement de la voirie, il faudrait voir en fait si les communes sont couvertes par une des 4 intercommunales, si l'ORES, RESA et ou la SWDE, parce que sans ça, on ne pourrait quand même pas traiter la question sur ces communes-là, quoi. Sachant que c'est quand même l'élément déterminant qui fait passer, sauf pour certaines communes, comme on l'a vu, la situation d'une dizaine de pourcents à 40% de gisements concernés, quoi. Ouais. On a probablement perdu Jean-Marc. Un petit problème de connexion probablement. Merci pour la réponse, Pierre-François. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Madame Mertens. Ben voilà. Oui, bonjour. Comme vous parliez de moi, je voulais quand même dire que je suis toujours là et que c'était vraiment très intéressant. Et effectivement, j'ai pas bien suivi le début pour voir donc, pour qui vous avez fait cette étude. Et effectivement, je voulais poser la même question, donc c'est très bien parce que nous sommes aussi dans un processus de comment on fait une réforme de notre législation et voilà, on a évidemment la même problématique et c'est vraiment très intéressant ces pistes que vous avez données. Donc, merci beaucoup pour ces informations. Donc, mais bon, c'est bon à savoir que vous pourriez faire le même travail pour nos 9 communes aussi. Et oui, on est aussi avec ORES, RESA Voilà. et IDE et tout ça, oui. A priori, alors ça ne pose pas de problème. Le traitement n'est pas très compliqué. Pas très compliqué à effectuer. Et vous avez fait ça pour qui cette étude alors? Donc c'est pour la conférence permanente du développement territorial, dans le cadre des recherches annuelles que la conférence mène dans les 3 universités partenaires, donc le LEPUR pour l'université de Liège, le CREAT à l'UC Louvain et l'IGEAT à l'ULB. Ah oui, ok, super. Bon, merci beaucoup. Alors, Monsieur Lepeau? Oui, c'est ça. Bonjour. J'ai en fait 2 questions. La première, quand vous parlez d'hypothèses de travail assez restrictives, est-ce que ça veut dire que vous avez restreint vos hypothèses et donc que les conclusions sont, je vais dire, permettent encore de construire assez bien, ou bien est-ce que c'est le résultat qui amène à une conclusion très restrictive? Donc, oui. Donc, en fait, quand je parle d'hypothèse de travail, c'est simplement, je reprends l'exemple le plus simple, en fait. Je vais reprendre la carte ici pour expliquer, pour identifier, par exemple, les fonds concernés par, par une protection au sens de l'aléa d'inondation. On s'est basé sur les zones ici visées en rouge, donc là où l'aléa d'inondation est très élevé. Donc systématiquement, dans nos choix d'hypothèses, on a privilégié des hypothèses relativement restrictives. Pourrait se discuter aujourd'hui, vu le changement climatique, etc. Dans ce cadre-là, l'idée qu'on pourrait modifier le plan de secteur et retirer des zones rouges, donc des zones urbanisables pour l'habitat, à la fois les périmètres en rouge d'aléas d'inondation très élevés et ceux en orange modéré ou élevé, je ne sais plus la bonne terminologie, mais donc avoir une vision un peu plus large des périmètres à protéger. C'est dans ce sens-là que
il faut comprendre hypothèse de travail restrictive. Donc, in fine, dans les résultats produits, ces fameux 42% sont probablement une application plutôt restreinte. On pourrait, si on souhaitait protéger plus largement de plus grandes portions du territoire, plus grandes zones naturelles, des zones à risque d'inondation, envisager que cette proportion en réalité soit plus large. Mais là, quelque part, on a vu on a pris des hypothèses les plus restrictives possibles pour qu'elles fassent à minima le plus consensus, quoi. Je ne sais pas si la réponse est assez claire par rapport à ça. Tout à fait. Et alors, une deuxième question, c'est de dire quelle est, je veux dire, l'écoute ou l'ouverture au niveau politique région wallonne de votre étude. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisagé à court terme, à moyen terme, à long terme ou pas du tout? Vous êtes encore nulle part. Et avec aussi, je veux dire, une sous-question de dire, on sait que les communes au niveau communal ne sont pas toujours sur la même longueur d'onde que la région wallonne au niveau urbanistique. Donc, voilà. D'abord, voilà, le cas ici présent, c'est qu'une application stricte au plan régional poserait de gros problèmes à cette commune-ci. C'est parce que le cas est extrêmement caricatural, mais voilà. Donc là, effectivement, je vous rejoins sur l'idée qu'il y a sans doute un enjeu. Et là, j'avoue que je n'ai pas, moi, personnellement, une réponse précise sur dire c'est la région qui doit mener la barque, c'est les communes qui doivent mener la barque. Ça, c'est plutôt une question de décision, de choix politique. Tout ce que je peux dire de ce que l'on en comprend, c'est que je reviens à ce que j'ai dit au tout début. En fait, on voit quand même que l'idée de modifier les plans de secteur est quelque chose qui est relativement lourd, et ça, le consensus existe tant du côté de la région que des acteurs locaux. Moi, j'ai une expérience aussi locale. Je vois bien que dès qu'on parle de modifier un plan de secteur, c'est quelque chose qui prend de l'énergie, qui prend du temps à beaucoup de gens. Et donc peut-être que là, malheureusement, c'est peut-être là la grosse pierre d'achoppement pour la mise en œuvre un peu plus à grande échelle de la protection du foncier. En tout cas, moi, je n'ai pas perçu, en tout cas, j'ai vu qu'on nous a communiqué que l'étude en question a fait l'objet d'une question au Parlement wallon de la part de Véronica Cremasco, et il y a eu une réponse du ministre Borsu à ce sujet-là. C'est renvoyé à la question du SDT, donc voilà, et d'une réforme à venir. Mais là, vous dire après ce qu'il y a là derrière, j'en ai aucune idée, d'autant plus que entre-temps, j'ai eu d'autres fonctions, quoi. Parce que si ce n'est pas Région wallonne qui prend l'initiative, ben les communes, il faudrait que ça se fasse par des schémas de structure ou par quels outils, en fait? Ben déjà, le schéma de développement communal pourrait sans doute être un outil intéressant à ce niveau-là, parce qu'il faudra simplement, en reprenant ces périmètres-là, il faudra à chaque fois bien mieux motiver encore une dérogation accordée. Voilà, mais c'est certain que les contextes locaux sont ce qu'ils sont. Je suis assez d'accord qu'il doit sans doute y avoir une impulsion régionale significative et forte par rapport à ces problématiques-là, tout en n'oubliant pas qu'il y a des enjeux locaux qui sont très forts si on applique quelque part bêtement et méchamment les règles qui existent déjà, en fait. Parce que, enfin, une question supplémentaire, c'est de dire, on parle souvent de plus en plus de stop au béton, mais ce n'est basé non plus sur aucune législation réelle, quoi. Voilà, donc c'est vrai que cette question du stop béton était un peu sous-jacente à la recherche ici, c'était de voir quelque part, on a toujours cette question qui est le stop béton est difficilement, on peut difficilement le mettre en œuvre en raison notamment du coût énorme de l'indemnisation des moins-values que cela engendrerait pour tous les propriétaires. On constate quand même ici qu'il y a toute une série, allez, grosso modo, un petit peu moins de la moitié des terrains qui restent. En réalité, leur mise en œuvre effective se pose question.
et aurait pu déjà peut faire l'objet de refus de permis. Donc, quelque part, est-ce que, mais là, de nouveau, là, je m'avance tout seul. Quand je dis ça, c'est mon opinion. C'est quelque part, est-ce qu'il n'y a pas un enjeu d'informer clairement les propriétaires en expliquant que, ben oui, ils sont en fait dans des périmètres qui sont protégés pour toute une série de raisons, qu'en réalité, leur mise en œuvre, elle n'est pas réellement assurée en dépit de leur présence en zone rouge. Et donc, en laissant la situation actuelle, on laisse place à toute une série de négociations. Ça a sans doute ses vertus à certains moments, mais à d'autres, et surtout dans la protection plus générale contre l'artificialisation des sols, ben, ça finit quand même par poser problème. Ça me paraît assez clair. Merci. On ne t'entend pas, Jean-Marc. On peut céder la parole à Monsieur Brichet pour qu'il pose sa question. Hervé? Oui, donc Hervé Brichet, je travaille à la ville de Liège, à l'aménagement du territoire. Donc d'abord merci pour cette présentation, c'est très clair, et puis toutes les réponses ici qui sont apportées, qui sont vraiment très intéressantes. Je me dis que par rapport aux derniers mots qui ont été prononcés, il va falloir peut-être aussi communiquer sur cette étude largement aussi, peut-être pour sensibiliser en effet les propriétaires que le fait d'être en zone d'habitat n'est pas droit à construire obligatoirement. Il y a des réserves à avoir là-dessus. Par ailleurs, je me posais la question au début, Pierre-François, tu avais évoqué qu'il y avait un besoin de confronter les résultats ici, qui sont quand même des chiffres globaux par commune, à une réalité de terrain. Ça, je suis vraiment très curieux de visualiser un petit peu les parcelles qui sont reprises ici. Voilà, est-ce que c'est une étape qui est prévue par la suite? Est-ce que peut-être il y aurait quelques zones pilotes? En tout cas, pour Liège, on serait intéressé, je pense, à visualiser un peu les différentes zones reprises. Là, pour le coup, n'étant plus maintenant au lait pur et n'étant plus directement actif sur la recherche, je laisse peut-être la main à Sébastien et Jean-Marc parce que là, c'est pas du tout, c'est plus de mon ressort. Alors, pour ce qui est du partage des données, en tout cas, on est quelque part un peu soumis à savoir si on a l'autorisation de nos commanditaires. Mais sinon, pour ce qui est d'envisager une collaboration, nous, on est tout à fait partant pour ce genre de choses. Et alors, il faut savoir que l'étude n'est pas terminée ici. Et dans la suite, donc, ce qui est prévu cette année, c'est notamment de pouvoir prendre en compte justement le point de vue plutôt des communes par rapport à cette mise en œuvre du stock béton à travers des mesures telles que des changements d'affectation au plan de secteur ou une prise en compte de ce qu'on a observé dans la gestion des permis. Donc de pouvoir discuter avec les communes pour voir quelle est la prise en charge qui doit se faire au niveau de la région et quelle est la prise en charge qui doit se faire au niveau des communes, justement dans cette mise en œuvre de cet objectif de stock béton. Voilà. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que des différents contacts informels qu'on a eu avec les communes, effectivement, j'en ai pas entendu une qui, justement, n'était pas demandeuse de cette information foncière, en fait. Donc, fondamentalement, il y a sans doute une question à traiter d'accès à cette information foncière importante, en fait. Oui, tout à fait. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oui, j'ai juste une question. Est-ce qu'on pourrait avoir cette présentation ou pas? Elle Oui, sera possible. téléchargeable sur le site du lait pur dans les prochains jours, a priori. Voilà. D'accord, merci. Et ce qui est déjà disponible à l'heure actuelle, c'est la note de recherche. Dans l'invitation, le lien était fourni. Je vais remettre le lien ici en commentaire.
J'avais encore une autre question pour toi, Pierre-François. Par rapport à l'accès à une voirie équipée, je me dis que je ne pense pas que l'objectif du législateur, quand il a précisé cela dans le code d'été, c'était le but de refuser tous les lotissements qui appliquaient une ouverture de voirie. Je pense que ce qu'il a prévu, c'était que quand il y avait une voirie qui n'était pas préalablement équipée, qu'il se permettait de refuser un permis qui aurait impliqué pour la puissance publique d'équiper le terrain, voilà, de faire venir l'eau, l'électricité, qui aurait été à charge de la collectivité, alors que c'était pour une demande de permis individuel. Donc que c'était non pas pour freiner le travail des promoteurs, mais pour freiner plutôt, à mon avis, l'autopromotion dans des cas bien spécifiques comme celui-là. Et je pense qu'il se peut que l'on a de ce fait peut-être un peu, on s'est un peu écarté peut-être de l'intention qui était celle du législateur. Qu'est-ce que tu en penses? Donc il faut distinguer deux choses. L'autorité délivrante peut effectivement refuser le permis, notamment typiquement dans ce type de cas-là, autopromotion, si le projet est situé sur une voirie insuffisamment équipée au terme des différents équipements, au terme des différentes notions d'équipement évoquées. Ça, c'est une chose. Mais par contre, ce qui reste toujours possible de faire, c'est de changer l'affectation de ces terrains de manière plus globale et de considérer que comme ils n'étaient pas suffisamment équipés au préalable, tous ces terrains-là peuvent basculer dans une autre affectation à définir selon les contextes locaux, peu importe, mais qui n'engendre pas, si moins-value il y a, l'indemnisation. Donc il y a vraiment deux choses. Il y a la délivrance de permis, c'est une chose, et le critère est valable pour la délivrance de permis, effectivement, dans ce cas très précis, et beaucoup moins dans le cadre d'ouverture de voirie, pas dans le cadre de projet de lotissement. Mais par contre, dans le cadre d'une stratégie territoriale, locale ou régionale, de se dire que toute une série de terrains, par contre, vont changer d'affectation et que ces terrains-là n'étaient de toute façon pas considérés comme prêts au moment de leur rezonage en tout cas suffisamment équipés au moment de leur rezonage. Donc il y a vraiment deux choses à distinguer ici en fait. Donc de ce fait-là, après, s'il y a dévoiement de la logique, c'est plutôt dans la délivrance de permis et là c'est plutôt un problème qui concerne l'autorité délivrante et l'interprétation qu'elle en fait. Mais ça n'empêche pas que l'on puisse envisager le changement d'affectation de manière plus globale. Jérémy, tu as une question. Oui, bonjour. Vas-y, à toi la parole. De l'ASPI. Petite question, merci pour la présentation, c'était très clair. Mais dans le cadre d'une éventuelle modification de plan de secteur, et je vous rejoins, c'est très très lourd, qu'en est-il de la compensation? Je veux dire, j'ai entendu parler d'indemnisation, mais si on déclasse des zones urbanisables, à moins que j'ai loupé un épisode, qu'on les affecte en zones non urbanisables, à code été inchangé, il faut en principe compenser, que ce soit planologiquement ou alternativement. Alors, évidemment, là, l'idée qu'il y avait là derrière et dans le cahier des charges tel qu'il était présenté, c'était que l'on tendait vers le zéro artificialisation net ou le stop béton, on l'appelle comme on veut. Donc, de ce fait-là, quelque part, je comprends complètement l'idée, mais dans notre hypothèse de travail, on a clairement écarté l'idée de la compensation à ce stade parce que c'était d'évaluer la faisabilité, quelque part, de la mise en place du stop béton en Wallonie, notamment en termes de coûts financiers en réalité.
Donc, c'est comme ça que la commande a été définie. Et donc, on n'a pas travaillé concrètement aujourd'hui sur la compensation. Ah oui, ok. Mais c'est vrai que ça reste un souci, je veux bien le croire. Oui, oui, oui. Ok, merci. Jérémy, bien entendu, les terrains qu'a identifié Pierre François avec cette méthode-là pourraient servir aussi pour identifier des sites propices pour intervenir dans une compensation s'il s'agit de créer de nouvelles zones d'activité économique. Voilà, la seule chose, c'est que ici, le focus, les cartes qu'a présentées Pierre-François, le focus était sur les zones d'habitat, Oui, j'ai bien qu'elles soient compris. zones d'habitat et zones d'habitat à caractère rural. Il est sans doute plus facile de trouver des compensations dans les ZAC, dans les zones de loisirs, etc. Voilà. Et ça, Oui, j'ai l'exercice l'impression n'a pas que été fait. quand je vois les pourcentages évoqués, c'est quand même, on ne parle pas que de quelques hectares, c'est colossal quand même. Et je C'est pense qu'en effet, colossal. la prochaine étape, communiquer et consulter les communes est primordiale parce que je pense que la réalité d'une commune à l'autre va être très très différente. Parfaitement d'accord. Merci pour tout. Hervé, tu vas à nouveau une question. Plutôt, je me rappelais d'une discussion qu'on avait eue avec des personnes du SPOE territoire pour des projets ici à Liège et qui nous évoquaient que les compensations allaient dans un sens, enfin en tout cas avaient été rédigées dans le CODT dans un sens, c'est-à-dire lorsqu'on inscrivait une nouvelle zone d'urbanisation, il fallait la compenser par une zone non urbanisable. Oui. Et donc, voilà, je ne sais pas aussi très bien, ici, on inscrirait toute une série de nouvelles zones non urbanisables. Est-ce qu'il faut compenser? Voilà. Là, je ne suis pas sûr que le CODT soit clair là-dessus. Enfin, il me semblait, enfin je rebondis, hein, c'est intéressant, mais il me semblait qu'il y avait quand même la question de l'équilibre du plan de secteur. Maintenant, ça peut être des compensations alternatives ou on peut imaginer des compensations alternatives. Mais là, c'est au législateur d'être créatif. Il l'a été pour certaines révisions de plan de secteur dans le Brabant wallon pour les gares RER. Donc, il y a sûrement des pistes à creuser sur ce type de compensation, j'imagine. Parce qu'il faudra quand même, si on diminue de manière générale les zones à affecter à l'habitat ou l'habitat à caractère rural, il faudra peut-être déployer certains moyens pour comment dire, recycler le territoire urbanisable actuellement pour les futures demandes. Il y a quand même au quotidien des demandes. Les communes, je travaille au quotidien avec des communes qui souhaitent urbaniser pour de l'habitat. Donc voilà. C'est peut-être tout l'enjeu de la définition des trajectoires qui doivent, si le stop béton est bien l'objectif final, comme il l'est dit en tout cas sur le plan politique, il est clair qu'en fait c'est plutôt les trajectoires qu'il va falloir définir, à quelles échelles, quelles communes, sous-bassins, etc. Et là c'est une nouvelle boîte de Pandore qui est ouverte. Oui, je brésume. Mais c'est sans doute qu'au travers de ces mécanismes-là qu'on pourra voir comment la compensation ou les compensations résiduelles pourraient s'envisager. Mais bon courage. Est-ce qu'il y a encore une dernière question? Moi j'en ai une toute dernière, c'est de dire l'urbanisme, vous m'entendez? Oui, oui. L'urbanisme devient de plus en plus compliqué, il n'y a plus aucun terrain qui n'a pas des multiples contraintes. Et la contrainte la plus importante devient l'acceptabilité sociale des projets. Alors actuellement, il y a un besoin énorme de logements et l'acceptabilité sociale n'a jamais été aussi faible. Alors je crois que vous pourrez peut-être faire une étude aussi sur ce sujet-là. Il y a une étude en cours. Hein. Voilà, il y a une recherche de justement. la CPDT en cours exactement sur
cette question de l'acceptabilité, mais qui ne s'envisage pas que pour l'aspect production de la résidence, parce qu'il traitait aussi de la question de lignes à haute tension, éoliennes, etc. Voilà, donc le problème n'est pas plus mince pour d'autres types de projets que les projets résidentiels. Mais il est clair qu'il y a la question du cadre de vie qui doit, je crois, se poser en parallèle à tout ça et de voir comment l'acceptabilité sociale des différents projets. Moi, je le vois avec une autre casquette qui est celle de participant à une CCATM. On voit bien toute la difficulté qu'il y a là derrière, effectivement, avec l'autre côté du prisme, celui de plus pouvoirs locaux. De la difficulté qu'il y a là derrière. Par contre, peut-être pour nuancer, la demande de logement, ben bon, voilà, est quand même en train de... ça veut dire que les projections sont ce qu'elles sont, elles peuvent parfois être réfutées par la suite, mais on est quand même globalement en train de revoir les projections démographiques et donc, par conséquent, la demande sous-jacente en logement sont quand même en train d'être revues vers le bas, quoi. Donc, il y a peut-être aussi toute une réflexion à avoir sur justement la production de logements. Je crois qu'il y a eu notamment des articles là-dessus en ce qui concerne la région wallonne ici récemment. C'est la même problématique pour moi de mon côté à Bruxelles quelque part maintenant. Oui. Et la crise en Ukraine nous amènera peut-être encore à revoir dans un autre sens cette problématique. Voilà. Bon, je vous remercie à tous pour votre participation, pour vos diverses interventions, questions. Donc, je remercie aussi Pierre-François pour son exposé et pour toutes les réponses aux questions qu'il a fournies. Je n'ai pas encore la date du prochain Midi du lait pur qui sera organisé. Normalement, la prochaine Midi du lait pur sera à nouveau l'occasion pour nous de mettre en valeur une de nos recherches au niveau de la CPDT, une recherche sur les nouvelles dynamiques économiques. Et au mois de mai, elle aura lieu au mois d'avril. Au mois de mai, il y aura aussi une autre Midi du lait pur qui sera programmée, là sur le schéma de développement du territoire de la grande région. Ce sera l'occasion de recevoir Madame Pascale Van Doren de l'Institut d'Estrée, qui a été l'auteur principal de ce schéma. Voilà. On vous remercie pour votre participation. La vidéo de ce Midi du lait pur ainsi que le PowerPoint seront mis sur le site internet du lait pur dans les prochains jours. Voilà, on vous remercie. Bon appétit à tout le monde. Au revoir. Au revoir, merci.